Reconquête du mois de mai. On va éviter le sujet pour aujourd'hui, mais sinon, il y a quand même des petites actualités importantes à se noter. Qu'il s'agisse de nouveaux ministres ou de tentatives plus ou moins mal pensées pour colmater les dégâts en classe ou dans l'établissement. Sacré programme! Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. Un ministre, deux ministres et un remaniement. Le résultat des élections présidentielles du 24 avril dernier nous laissait dans l'attente de la composition du nouveau gouvernement. Et c'est désormais chose faite. Après Jean-Michel Blanquer comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est Pap Ndiaye qui le remplace. L'ancien professeur des universités était aussi directeur d'un musée national. La nouvelle recrue sera accompagnée par Jean-Marc Huard, ancien recteur qui prend les fonctions de directeur du cabinet, et par Anne Rubinstein en tant que chef de cabinet et conseillère spéciale. Après une carrière comme professeur des écoles, directrice en éducation prioritaire et chef de divers autres cabinets, au choix. De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dit au revoir à la très absente Frédérique Vidal, succédée par Sylvie Retailleau, jusqu'ici présidente d'université. On passera sur le raz-de-marée d'insultes envers le ministre de la Maison et les éternels mécontentements alors que le premier mois n'est même pas encore passé. Disons qu'après un ministre comme Jean-Michel Blanquer, après autant de catastrophes et de chiffres désastreux, de mépris non pas juste envers un corps de métier mais envers tout le système, on est bien en droit de s'inquiéter et de se méfier. À quelle sauce sera-t-on mangé? C'est bien la question. Reste à voir la ligne politique du nouveau ministère. Si un tel remaniement peut guérir une école qui va mal à défaut de réussir à la sauver après l'avoir plongée dans le désastre, et si les législatives rechangeront la composition actuelle. Corriger les épreuves de spécialité en mai. Une plaie! Ces fameuses épreuves qu'on doit au bac Blanquer devaient initialement avoir lieu en mars, mais la crise sanitaire étant ce qu'elle est, on a eu le plaisir de goûter aux épreuves en plein mois de mai. Première chose, les embrouilles avec Santorin, le logiciel qui doit permettre de scanner ou de stocker toutes les copies pour les acheminer au correcteur. Outil pas aussi performant que promis, obligation de scanner les copies jusqu'à tard dans la nuit pour les personnels réquisitionnés, et embrouille à la sortie, évidemment. Des copies mal scannées ou incomplètes, des corrections à faire entièrement sur numérique. Autant certains correcteurs ont pu y trouver leur compte avec une application pas si infernale que ça, autant d'autres doivent encore batailler pour utiliser les fonctions sans y perdre leur sang-froid. Deuxième chose aussi, l'ancien bac déchargeait les enseignants de cours pour corriger les épreuves. Le bac actuel avait quant à lui démoli cette possibilité, malgré toutes les protestations possibles. C'est la note de service du 29 avril dernier qui tranche en donnant raison à des correcteurs qui ne peuvent pas assumer cette charge de travail en plus de leurs cours. Voilà les modalités de correction des épreuves pour 2022. Je cite. Compte tenu du contexte particulier de correction de ces copies du baccalauréat, les professeurs convoqués par les services des divisions des examens et concours de leur académie bénéficieront d'un forfait maximal de 4 demi-journées libérées de cours pour correction. Ce forfait sera utilisable, au choix du professeur après accord du chef d'établissement, entre le 17 mai et le 3 juin 2022. Et c'est la fin de citation. Bon, après accord et visiblement mis en œuvre à cause du contexte sanitaire, deux éléments qui font grincer les dents. On ne sait pas si 2023 offrira les mêmes décharges indispensables, déjà que celles-ci paraissent assez légères pour toute la somme de travail demandée. Et l'accord du chef d'établissement, ça pose aussi question si les relations sont tendues entre l'enseignant et la direction. Bref, entre Santorin qui déconne, les décharges insuffisantes et le brouillard qui les entoure, ces épreuves de spécialité ne font rire personne, pas même les élèves. L'AFE face au recrutement local des enseignants. Souviens-toi, une décision de justice rendue en 2020 avait fait chavirer le fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. À partir de janvier 2022,
L'AFE s'est engagée à ne plus recruter des résidents à recrutement différé. Une méthode qui, jusqu'ici, permettait d'économiser sur le dos de quelques enseignants. Tout du moins, c'est l'une des raisons qui a poussé à passer devant la justice. Suite à cet engagement, voilà la situation actuelle. On a d'un côté les expatriés, de l'autre les contrats locaux. Et pour les résidents, on se parle bien de résidents du pays au moment où ils candidatent sur un poste. Avec ce revirement totalement radical, c'est tout de même dans les 350 postes auparavant réservés au RRD qu'ils finissent gelés jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Sachant que la France et ses territoires sont déjà bien privés d'enseignants et même de remplaçants, il y a une certaine urgence pour ces établissements français à l'étranger. Et après une attente difficile à supporter pour postulants et hésitants, la décision est officielle. Les 350 anciens postes en RRD seront basculés en recrutement sur contrat local. Et tu peux déjà voir des recrutements apparaître quasi toutes les semaines sur les sites des établissements. Pour rappel, le recrutement sur contrat local n'a pas les mêmes conditions qu'un contrat résident ou expatrié. Avec ou sans détachement, salaire moins important qu'en France ou au contraire, plus élevé selon le pays et sa situation. Et incertitude sur la sécurité du poste, puisque souvent un contrat temporaire d'un an ou deux. On attend la suite et on espère que la crise connue en France ne s'étendra pas aux établissements à l'étranger. Dans les autres nouvelles du mois, quand je dis qu'on est privé d'enseignants et de remplaçants, peut-être que les chiffres des admissibilités au concours 2022 te convaincront du problème. Exemple rapporté au fil des résultats. 904 admissibles en anglais pour 781 postes, 60 admissibles en lettres classiques pour 134 postes, ou 720 admissibles en lettres modernes pour 755 postes. Mathématiques, c'est 816 admissibles sur 1035 postes offerts. Dernier exemple pour la route, l'allemand qui culmine à 83 admissibles pour 215 postes. Et oui, là, il s'agit bien du nombre d'admissibles, pas du nombre d'admis. Alors la suite est assez logique. Dans à peu près toutes les disciplines, le nombre d'admis sera inférieur ou égal de peu au nombre de postes offerts, qu'il s'agisse du public, de l'agricole ou du privé. Juste une question d'année transitoire à cause de la réforme des concours, hein. Non. Pas si l'on en juge par les témoignages de plus en plus quotidiens qui font état de classes sans enseignants depuis des semaines. Titulaires et contractuels manquent cruellement. Je te laisse imaginer la suite. La plateforme d'échange Omegle refait surface dans nos inquiétudes et nos luttes depuis peu. En cause, des personnes qui s'exhibent face à des mineurs. On parle même de pédocriminalité qui se met en place. Le site existe depuis 2009 et malheureusement, de telles remontées reviennent quotidiennement, ce qui pousse le gouvernement français à prendre des mesures pour sécuriser les mineurs, finalement. En quoi ça nous concerne? D'abord parce que ces enfants et adolescents sont aussi nos élèves, et parce qu'à l'heure où le numérique devient incontrôlable, nous pouvons encore alerter et sensibiliser autant que possible sur les dangers et les bonnes pratiques. Après tout, les responsables légaux ne sont pas tous en mesure de le faire, alors que l'éducation aux médias et à l'information a déjà une place dans l'établissement. Et les professeurs documentalistes ont énormément à mettre en œuvre avec ce cours. Essayons de donner un peu aux élèves ce qu'ils n'ont pas tous à la maison, et d'informer les familles aussi, pour qu'elles sachent faire face à ces situations. Un directeur d'école se fait copieusement insulter sur les réseaux sociaux pour avoir remis à l'ordre du jour le débat sur les tenues vestimentaires. Dans un de ses messages, il indiquait interdire les bretelles et la vue du nombril pour des élèves d'école élémentaire, s'attirant rapidement des réactions exacerbées. Enfin bon, à ce niveau, c'était plutôt un déchaînement de haine et de calomnie qui s'est abattu sur lui. Quoi qu'il en soit, la majorité des commentaires en dehors de l'insulte s'est focalisée sur les filles seulement et sur l'aspect sexisme et sexualisation, puisqu'il était question de tenues interdites à des écolières. Qu'on s'entende bien, l'un et l'autre sont parfaitement inacceptables et injustifiables, qu'on soit en milieu scolaire ou en dehors. Néanmoins, le sujet des tenues vestimentaires ne peut être ni édulcoré à chaque occasion, ni s'arrêter à un seul aspect. Si les débats sont aussi vifs de tous les côtés, c'est bien la preuve qu'il faut en discuter. Et mieux, trouver une réponse nationale, pas juste locale. Pour en écouter davantage, je te propose l'épisode 16 de la saison 1 qui était entièrement dédié.
parce que bon, là, c'est pas vraiment le meilleur moment pour en parler. Un début de réflexion dans un sujet très vaste, avec forcément des développements multiples à y rajouter. L'enseignement privé sous contrat se dote de nouveaux contrats locaux d'accompagnement. Les CLA, ce sont ces aides apportées à des établissements qui ne sont pas classés en éducation prioritaire et dont les critères en sont cependant assez proches. La rentrée 2021 s'ouvrait donc sur une expérimentation accessible aux établissements privés. 6 d'entre eux étaient concernés pour 3 académies différentes, celles d'Aix-Marseille, de Lille et de Nantes. C'est officiel, 7 nouvelles académies seront ouvertes à l'enseignement privé dès septembre 2022. Grenoble, Lyon, Montpellier, Orléans-Tours, Reims, Strasbourg et Versailles. Et en dehors des échanges méprisants habituels entre le public et le privé, pour des raisons qu'on peut entendre en partie, un élément en particulier retient mon attention. Les CLA sont appelés à remplacer les réseaux d'éducation prioritaires. C'est le site de l'enseignement catholique lui-même qui le dit. À surveiller de très près. Sortie en lien avec l'éducation nationale. Devenir formateur d'enseignants, un ouvrage de 252 pages écrit par Marie Gaucher et disponible aux éditions ESF. Enseigner en SECPA, même pas peur, un ouvrage de 240 pages écrit par Maximilien Lambert et disponible aux éditions ESF. Encore. Derrière les masques, la souffrance mentale des jeunes. Construire du lien pour prévenir les idées suicidaires. Un ouvrage collectif de 156 pages, coécrit par Cynthia Morgny, Pierre Chalmeton, Bérénice Lambert et Céline Leclerc, disponible aux éditions presse de l'EHESP. Sociologie des pédagogies alternatives, un ouvrage de 128 pages écrit par Ghislain Leroy et disponible aux éditions La Découverte. Un petit point sur le podcast. Après le mois d'avril trop chargé à mon goût, même a permis de me reposer un peu sur les scripts. Trop me reposer peut-être. C'est vrai que j'ai un peu de mal à reprendre le rythme. Bref, l'année scolaire se termine bientôt, de quoi me laisser le temps de me replonger dans mes recherches pour t'offrir des épisodes aussi complets que possible. Et sinon, il y a eu quoi au menu du mois? L'épisode 4 t'a mené dans des fonctions moins connues du premier degré, celle des runes et de conseiller pédagogique. Et on y parlait aussi des RUPN et des chargés de mission du second degré. Un peu, parce qu'on le peut. Retour sur l'épisode 5 et ses punitions et sanctions, leur inefficacité de plus en plus mesurable, et des questionnements sur ce qu'on pouvait proposer à la place. Pas simple, question d'exigence et de contraintes différentes. Ah, l'épisode 6, celui où l'on osait enfin frapper à la porte de l'enseignement supérieur pour faire connaissance avec les enseignants et les professeurs des formations supérieures. Très intéressant et très déprimant aussi, quand on découvre l'état du Mézerie. Le mois s'est terminé en douceur sur l'épisode 7 et son internat comme seconde maison et théâtre d'apprentissage fort pour le jeune élève destiné à s'émanciper. C'est à peu près tout et c'est déjà pas mal. De mon côté, les épisodes 8 et 9 sont scriptés et enregistrés au moment où tu m'entends. Et je commence enfin à me remettre aux recherches de l'épisode 10. Franchement, pour une fin d'année, j'aurais pu te sortir un autre sujet. Mais enfin, tu me diras si c'est approprié quand tu l'entendras. En attendant ce moment, profite de tous tes temps libres pour te reposer et respirer. Et tiens bon face aux tempêtes de juin. À la semaine prochaine. Moi, je filme planqué et prétendre que le lundi n'existe pas.